Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à ce nouveau numéro du décryptage de l'actualité de la semaine. 20 ans de réclusion criminelle pour Ricky Amadougou et certains de ses co-accusés. Le verdict est tombé dans la matinée de ce samedi. Et quelques jours plus tôt, vous le savez, Joël Aïvo et certains de ses co-accusés coupaient, quant à eux, d'une peine d'emprisonnement de 10 ans ferme. Des verdicts qui ont été donnés par la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme, CRIET, à Porto Novo. Et il n'en fallait pas plus pour que le débat sur l'indépendance de la justice soit relancé sur les réseaux sociaux et aussi dans le rang des intellectuels béninois. Que retenir de tout ceci? Est-ce que ces affaires politiques traitées par la justice font du coup de cette justice un appareil instrumentalisé ou encore dépendant? On va mener les réflexions dans cette émission, mais avant de recueillir les avis de notre consultant politique Agapit Napoléon Maforican, nous allons remonter dans le temps. Qu'il vous souvienne qu'à l'occasion des élections législatives, il y a eu des violences électorales les 1er et 2 mai 2019. Et à l'occasion des élections présidentielles également, de nouveaux actes de violence ont été enregistrés dans certaines localités du Bénin. Et à l'occasion, nous étions en fin avril, le chef de l'État, après la présidentielle bien sûr, confiait à nos confrères de France 24 et de Radio France Internationale qu'il n'entendait point amnistier ou en tout cas gracier des auteurs ou présumés auteurs des actes de violence survenus dans le cadre de ces événements-là de la présidentielle 2021. Et nous allons maintenant vous proposer de suivre un peu les analyses de notre consultant politique Agapit Napoléon Maforican. Nous étions alors le 2 mai 2021. On va suivre et on revient juste après. Agapit Napoléon Folcan, on va évoquer maintenant, puisque vous le savez, le chef de l'État a accordé donc un entretien à RFI, en tout cas aux confrères de RFI et de France 24, justement. Nous allons en parler, nous en parlions, nous allons en parler avec vous. Déjà, Agapit Napoléon Folcan, du point de vue forme, quelle appréciation faites-vous de cette sortie du chef de l'État? Ah oui, mais c'était quand même un entretien coriace pour ceux qui ont suivi l'heure 7 minutes. Tout à fait, 1h07. Ah oui, c'était poignant. Hein, c'est fort, c'est fort. Je pense que les En fait, confrères... quand vous dites que c'est fort, est-ce que c'est ce sont les mots utilisés? Non, le président a été bousculé suffisamment par les confrères. Évidemment, ils étaient dans leur rôle. Et aussi, ils ont assumé leur position. C'est-à-dire RFI et France 24 sont restés dans une posture donnée par rapport depuis 2 ans. C'est comme si au Bénin, c'est la dictature. C'est comme si au Bénin, la démocratie est mise en veilleuse. Ils donnent beaucoup plus de la parole aux opposants. Bon voilà, font cas rapide des nuances que la majorité aussi ou que les autorités officielles du Bénin font. Ça, c'est une réalité. Et d'ailleurs, en face du chef de l'État, ils n'ont pas manqué de se faire avoir et directement par là, quand ils parlent, par exemple, vous avez dit qu'il faut que le développement d'abord, la démocratie après. Le président a dit non, on y revient. qu'il n'a jamais dit. Donc, je pense que c'était assez poignant, comme je l'ai dit. Chacun a assumé. La presse internationale présente a assumé son statut d'organe avec sa division qui n'est pas toujours en adéquation avec la réalité du terrain. Le chef d'État qui a assumé avec sa réponse, parfois aussi directe et sans équivoque. Et est-ce que quand même le chef de l'État, il n'était pas carré, rigoureux, faisant attention aux mots, par exemple, retoqué, par exemple. Il avait l'air un peu tendu, c'est vrai. Et on peut le comprendre, on peut le comprendre. On a vu des interviews. L'interview d'il y a 2 ans était beaucoup plus relax que ceci. Donc, il revient. Vous savez, le chef d'État a tout fait pour éviter que la situation de 2019, et le gouvernement l'a fait. Vous savez, quand vous regardez les forces de l'ordre qui ont été agressées, l'État aurait pu prendre des mesures préventives en positionnant des blindés, des trucs à citerne à eau, des trucs pour bloquer ça. Mais si cette matériel avait été pris en partie, et l'État avait été intervenu, ça aurait donné des résultats graves, des morts, que l'Occident et certains relais locaux allaient prendre comme si c'était, comme Bénin, c'est fini, c'est la tuerie, c'est la mort, c'est la guerre. Donc, heureusement, il y a eu une posture responsable que le gouvernement a adoptée et qui a dérouté certaines logiques guerrières des structures, tant locales qu'internationales. Et donc,
ils poussaient les chefs d'État, ils veulent voir les cadavres là où il n'y en avait pas, ils veulent voir la dictature là où il n'y en avait pas. Donc, le chef d'État, je pense qu'il était un peu agacé à ce niveau-là. Mais il a répondu, il a répondu. Il a dit des choses aussi simples que vous avez l'habitude de stigmatiser ici. L'Occident veille sur la sécurité. L'Occident travaille pour anéantir toute vérité terroriste. L'Afrique ne doit pas le faire, le Bénin ne doit pas le faire. S'ils le font, c'est la dictature, c'est la chasse à l'homme. Je pense que c'était la meilleure réplique qu'il a eu à faire dans l'émission. Et je pense que les deux confrères ont dû en avoir pour le grade parce que c'est une méprise de la souveraineté de nos États, même si on est pauvre, on ne manque quand même pas d'intelligence. Et ça, d'une manière ou d'une autre, le chef d'État a répliqué cela. Et quand il parle de développement, que le président... Est-ce que il aurait choisi développement avant, démocratie après? Il ne l'a jamais dit. Il a répliqué comme d'ailleurs sur l'histoire des cadavres. Sur l'histoire des cadavres, mais ils étaient confus. Tout comme au niveau de développement, ils étaient confus. Et c'est dommage quand vous êtes... Moi, c'était même... Je n'ai pas de leçon à donner, mais ils avaient l'air petits. Ils étaient embarrassés aussi devant les chefs de l'État parce qu'ils n'avaient pas de données. Ils relayaient ce qu'on leur donnait. C'est ça le problème. Parce qu'on dit, mais voilà, tel a dit, tel a dit. Je dis, non, j'ai eu le maire, il ne m'a pas dit ça. Je ne l'ai pas vu, on n'a pas vu. Mais ça, on dit, mais est-ce que vous soutenez? Mais c'est à vous de donner la preuve. S'ils avaient, ils l'auraient sorti, ils n'ont pas sorti. Donc, ça, c'est important. C'est le clou de... Mais combien de personnes font attention à ça? Ils ne feront jamais attention à ça. Il appartient à nous, au pays, de le faire sortir. On doit avoir une position patriotique à ce niveau-là. Il n'y a pas... Les gens, ils vous assènent des logiques purement des consommations de leur culture, de leur lecture des choses. On ne peut pas. On est béninois. Moi, je suis béninois, je ne suis pas français. Donc, je suis béninois, je vis au Bénin, j'ai grandi, j'ai étudié au Bénin, je travaille au Bénin. Je ne peux pas avoir la logique comme eux, loin de ce pays, qui ont oublié, qui n'ont pas su que en 2018, les gens ont participé au séminaire sur les réformes, ils ont donné leur quitus, ils ont participé même au débat sur les lois, ils ont voté pour en l'unanimité, et après, c'est à la mise en œuvre qu'ils se sont bloqués. On leur a créé une comité paritaire, ils ont abandonné, alors qu'ils ont signé les rapports. Mais combien de fois ils le disent? Ils ne le diront jamais. On va dire, bon voilà, au Bénin, il y a des violences qui ont débouché sur des morts, au moins 2. Mais c'est ça que vous allez lire. Mais combien de violences? Si on enlève là où les gens ont fait de la rébellion ou fait du vandalisme, quelle population du Bénin s'est soulevée lors des élections? Il n'y en a pas eu. Mais on dit, mais des élections émaillées de violence. Mais c'est faux, c'est du mensonge. Mais donc, on est dans des approches différentes. Il y en a qui ont envie de peindre en noir. Parce que le chef d'État a ramené les choses à l'endroit. Voilà, c'est ce que il les a confondus. Mais bon, eux ils vont continuer à écrire, parce que j'ai lu sur le forum, un peu s'inspirer un peu de tout ça. Bon voilà, on a continué à dire des choses de gens, voilà, arrestation. Bon, Agapit Mafoga, est-ce qu'on devrait quand même s'offusquer quand on sait que, justement, il y a des élites donc de ce pays, des anciens présidents de cour constitutionnelle, des sachants, qui, quand même, disent un certain nombre de choses qui sont seulement repris? Oui, mais ces gens sont dans des logiques partisanes. Bah, quand vous prenez Robert Dossou, il est avocat de la partie d'Eric Yamanouko. Vous ne pouvez pas, vous ne pouvez pas être avocat d'une partie et opiner en tant que sachant. Ça fait 2 poids 2 mesures. Vous n'êtes pas indépendant. D'autant que on est déjà arrivé, je n'ai pas envie de perdre de temps là-dessus encore. Questionnons l'histoire. Questionnons 2011 avec Robert Dossou, président de la Cour constitutionnelle. Et par rapport aux élections de 2011. Et on verra. Donc, c'est-à-dire que les gens choisissent d'être amnésiques. Mais ça ne peut pas, c'est pas normal. Les gens ne peuvent pas choisir d'être amnésiques. Les gens doivent travailler à rappeler. Il faudrait que nous gardions la mémoire fraîche et que nous gardions les faits. Mais quand on choisit d'être amnésique, mais on travestit l'histoire. Et quand vous avez affaire à des organes qui ont des positions déjà tranchées sur la question, mais on leur donne la parole comme sachant, oubliant de dire qu'ils sont avocats d'une partie. Donc, il y a une mal donne.
Il y a une mal donne. On n'est pas du tout dans la liberté d'expression. Enfin, on n'est pas du tout dans l'indépendance. On est dans le parti pris. Au niveau des organes de presse en question, on est dans le parti pris au niveau des sessions dont vous parlez. Donc, je vous ai dit, normalement, on prend les faits, date par date, les deux parties sont là et on questionne la position, le comportement de chaque acteur. On verra qui a bloqué les choses. La politique, ce n'est pas un jeu d'enfant non plus. Les réformes sont des réformes. Quand c'est politique, il y a toujours des intentions derrière. C'est normal. C'est un rapport de force. C'est un argument. Est-ce que c'est contre des standards internationaux? Ce n'est pas contre des standards internationaux. On ne peut pas. C'est ça qui rend un peu indécent, enfin un peu embêtant la position du département d'État sur la question. Et bon, le chef de l'État a quand même trouvé que c'est légitime. Oui, qu'on s'inquiète. Je vous ai dit, je pense que je peux tout à fait. avoir dit ici que c'est des positions de principe. Mais après, ça fait dire que c'était comme si, c'est dit dans un article comme j'ai lu, que, voilà, le département d'État s'inquiète, et voilà, le Bénin est sur orbite. Non, je pense que ce que se fait sur la base de logique. Et d'ailleurs, lorsque vous avez vu le procureur sorti, le procureur spécial de la Criette, on a demandé qu'il sorte de cet cas, mais il est sorti sur un cas encore plus grave, les munitions. Un accident peut-être banal et, chance pour nous, des munitions saisies. Ça va. Vous allez faire quoi avec? Donc, il y en a, j'ai l'impression que les gens attendent d'abord que le feu prenne avant de courir pour dire qu'ils veulent sauver. Donc, ils ne saluent pas les anticipations. Ils ne donnent pas acte aux anticipations qui nous permettent de régler et d'empêcher le pire. Je trouve qu'il y a quelque chose qui cloche. Bon, vous savez souvent l'image que nous avons quand même des sous-officiels, l'image que nous avons des personnalités publiques. On estime que bon, il y a toujours une source de contre-vérité, en fait, pas de contre-vérité, mais en tout cas d'économie de vérité. Donc, est-ce que on se retrouve souvent dans cet environnement, Agapit Napoléon Bafourik? Non, c'est-à-dire que dans le cas de certains médias devraient faire un peu d'effort parce que voilà, les gens pensent que c'est les médias tropicaux, les médias africains, les médias béninois qui ne sont pas professionnels. Non. Moi, je pense que ce que moi j'écoute depuis 2 ans sur le Bénin, ce n'est pas, je m'attaque à personne, mais je ne vois pas de professionnalisme. Je dois le dire, je ne vois pas de professionnalisme. Hein? Le journaliste donne les informations dont il est sûr, dont la véracité est avérée. Le moindre doute l'oblige à une plus grande circonspection ou à s'abstenir. Mais j'écoute sur les médias internationaux des trucs qui sont vrais, qui ne sont même pas vrais, qui sont fausses, qui sont faux. Parce que relayés par des gens qui sont contre le système, mais relayés par des médias. Quand on dit des élections émaillées de violence, non, les élections n'ont pas été émaillées de violence. Les élections se sont déroulées très bien, dans beaucoup d'endroits, très bien. Il n'y a pas eu d'émaillé de violence. Les élections où les populations ont boudé les urnes, c'est pas vrai. Les populations n'ont pas boudé les urnes. Et ainsi de suite. Alors, donc, lorsque vous écoutez ces choses, vous vous demandez, mais à quel rôle on les a assignés? Quel rôle ils jouent? C'est plus des médias. On est à la veille de la journée d'intervention de la liberté de la presse. Mais justement, la liberté de la presse, ce n'est pas seulement les médias tropicaux qu'il faut regarder. Moi, ça fait 25 ans que je suis dans la presse. Avant qu'on en parle, Agapit Napoléon Bafourik, vous évoquiez justement cette sortie donc, de procureur spécial donc de la Criette. On a eu droit quand même à cette collusion entre un minibus et un bus, 56 sacs de cartouches, 70 000 munitions. C'est quand même des faits très graves. Beaucoup ne croyaient pas au plan de déstabilisation qu'évoquait le gouvernement. Ce n'est pas moi de les convaincre. Hein. Je pense que si la dernière sortie du procureur spécial ne les a pas convaincus, qu'ils attendent les éventuels procès. Je pense. Parce que je ne pense pas qu'on puisse faire autre chose. On a déjà fait ce travail de mission, d'explication. Le chef de l'État, sa sortie, doit avoir convaincu, doit avoir permis à certains de comprendre. La sortie du procureur spécial, c'est quand même pas... On va quand même pas dire que c'est l'État même qui a mis des trucs et a fait son accident. Quand même, des gens ont été pris, des gens ont parlé. Alors, si l'État n'a pas besoin d'exprimer un accident, il suffit de bloquer le véhicule à un endroit pour un contrôle de routine, par exemple. Donc, mais pourtant, il y en aura d'incrédules qui vont dire, oh non, mais voilà, on les connaît, mais c'est le régime, parce qu'ils ne veulent pas que la vérité éclate au grand jour. Mais la vérité, on dit, le mensonge peut prendre l'ascenseur, comme dirait le chanteur. Même la vérité en empruntant l'escalier va toujours finir par prévaloir. Donc, je pense que
C'était beau, c'était bien quand il y a eu cette sortie du procureur spécial. Si les gens n'ont pas eu peur, si les gens n'arrivent pas à comprendre que quelque chose de grave est fomenté contre le Bénin, que les Bénin doivent s'unir pour éviter la déstabilisation. Moi, je pense que la politique ne peut pas nous amener à une telle incrédulité. On doit pouvoir quand même faire confiance à nos institutions, à nos organes, à nos lois, à nos dirigeants, pour que tout le monde concourt à la sécurité collective. Certains sont restés quand même sur le soif à Capite Napoléon Mafocain. On s'attendait à avoir des informations sur les nombreuses arrestations dont nous avons entendu parler. Par exemple, Joël Aïvo, d'autres également. Comme je vous l'ai dit, si le procureur spécial le juge utile, il le fera. C'est à lui qui a les dossiers, c'est à lui de faire ce qu'il doit faire. Il sait ce qu'il doit faire. Donc il sait quand il va sortir. C'est pas à moi de... Et donc, qu'on patiente. C'est le dossier à son niveau. Les dossiers sont à son niveau. Qu'on patiente, le chef d'État l'a dit. Enfin, c'est quand même pas... On n'a pas regardé en l'air en ramassant les gens. Il y en a qui sont là, qui injurient, qui critiquent. Et M. Aïvo n'a pas été pris lors de sa première critique. Il a quand même eu suffisamment de temps pour le faire. Donc si... Bon, après, on ne peut pas interdire aux gens de supputer, de spéculer. On ne peut pas interdire, c'est normal. On parle de la liberté de quelques gens. Donc du coup, c'est normal que ça suscite des réactions. C'est normal que ça frustre certains. Parce que c'est leurs parents, c'est leurs amis, c'est leurs collègues. Après, l'État également doit exister. Et l'État doit s'affirmer, l'État doit être là pour protéger les populations les plus sensibles, les plus vulnérables. Si d'autres pensent qu'ils peuvent s'auto-protéger, l'État doit protéger tout le monde, la sécurité collective. Donc, ce n'est pas les mêmes rôles, ce n'est pas les mêmes émissions. Et donc, vous comprenez que le procureur spécial est libre quand il le voudra, donc de donner plus d'informations. S'il estime le juge utile, si le juge il n'est pas tenu. Attendons les procès. Nous sommes sur le décryptage avec Agapit Napoléon Mafocain. Bonsoir. Bonsoir Gilles Christ, bonsoir à tous nos téléspectateurs. Bon, vous êtes notre consultant politique maison et on a pu vous entendre au début de cette soirée lorsque déjà le chef de l'État avait fait sa sortie. À la fin du mois d'avril, après la présidentielle de 2021, où il disait qu'il n'entendait point amnistier ou peut-être gracier les auteurs qui ont été interpellés dans le cadre des violences électorales de la présidentielle de 2021. Et l'affaire a connu maintenant de suite, peut-être encore, l'épilogue reste à venir puisque les différents accusés disposent de 2 semaines pour faire appel. Rekia Madougou écope d'une peine de 20 ans de réclusion criminelle à la criette. Joël Aïvo, 10 ans de réclusion criminelle. Et ça relance du coup le débat sur l'indépendance de la justice. Maître Antoine Veil, qui est l'avocat français de Rekia Madougou, disait que ce procès à la criette est un scénario écrit d'avance. Est-ce que, vu la manière dont les choses se sont déroulées à la criette, on n'a pas autant de raisons aujourd'hui d'estimer que la justice serait instrumentalisée? Merci Gilles Christ, merci à tous nos téléspectateurs et bonne fin donc de dimanche ou de week-end. Qu'est-ce qu'il faut dire? La justice instrumentalisée, ça revient toujours à c'est un lexique. Je pense que ça doit rentrer directement dans des locutions, dans des vocables stéréotypés. Désormais, en disant lorsqu'on parle de justice, il y a toujours cette catégorie qui ne trouve pas son compte, qui dit toujours que la justice est instrumentalisée. La justice est au milieu des gouvernants. La justice est aussi, la justice est ça. Ce qui est dommage, c'est que cette justice, l'architecture de la justice béninoise n'est que la réplique de la justice française. Et Maître Veil, s'il est français, je pense qu'il soit de 2 choses, soit il manque de l'esprit, soit il manque de culture. Parce que s'il a la culture normalement, il connaît, il a étudié, sans doute en droit, en Sciences Po, à l'ENA ou en droit, il a étudié l'organisation judiciaire et il connaît les différentes étapes d'une procédure judiciaire, il connaît les différentes étapes d'une procédure pénale, il connaît les différentes étapes d'un procès pénal. Mais ça ne l'empêche pas de donner son point de vue. C'est une affirmation gratuite. Qui ne le rassure pas. Il n'a pas de morale à nous faire. Non, est-ce que c'est de la morale? Est-ce que ce n'est pas une situation qu'il dépeint? Il dépeint quoi? Laquelle? Lorsqu'il estime que c'est un scénario écrit d'avance, est-ce que ce n'est peut-être pas en fonction des informations dont il disposerait qu'il ferait une telle affirmation? Il a ses preuves, il doit dire sortir les preuves. Sinon, il est devant une cour. Et il sait que sans preuve, il ne doit pas
Et je pense que le juge a bien fait. En tout cas, il a été bien. Je pense que le procès a été bien mené. De Doigt-Page, quelqu'un qui a été bien formé, sans doute, qui connaît et qui a eu vraiment raison de faire la morale à ceux qui pensent qu'ils détiennent une certaine science particulière parce qu'ils ont peut-être, ils viennent d'un pays peut-être qui a pu coloniser d'autres. Je pense qu'en matière de Et justice... vous dites qu'il manque d'esprit de patriotisme. Non, je voulais dire Oui, exactement. Quand il dit patriotisme, Oui. il a calmé au moins son pays. Son pays, c'est la France. Exactement. Ben, il aime la France, non? Nous avons copié le même schéma de la Chine. Ce ne sont pas les mêmes hommes. Enfin, c'est quand Dupont, Éric Dupond-Moretti, Dupond-Moretti, le ministre français de la Justice, payait les magistrats, disait que lui, il aurait supprimé ce corps parce qu'il a fait la formation, parce qu'il ferait preuve d'un corporatisme, je ne sais pas quoi. Je ne sais pas si ça, c'était l'architecture béninoise. Je pense qu'il a un problème particulier. Je pense que certains avocats ont des problèmes particuliers à utiliser parfois la dérision. Ou alors, vous savez, l'injure, c'est l'âme des faibles, dit-on normalement. Oui. Et lorsque vous, au lieu de rester dans votre schéma, vous quittez pour aller chercher vos arguments ailleurs, du genre, la justice n'est pas crédible, on sait bien que c'est joué à l'avance, le Bénin ne dispose pas d'une justice crédible pour juger si l'Afrique ne dispose pas d'une justice crédible pour juger si. Oui. On donne l'impression que, oui, la justice serait ici moins justice que là-bas. Or, dans le procès Sarkozy, tout simplement pour ne parler que de celui-là, on sait tout ce qui a été dit, du mieux des cons, aux condamnations et aux déclarations après la condamnation. Je demande à beaucoup qui parlent sur les réseaux sociaux sans savoir de quoi ils parlent, qu'ils fassent un tour sur les au niveau donc de la gestion française. Et vous verrez bien que l'architecture est la même. Les réactions sont les mêmes. Les hommes ne changent pas. Ce pas les mêmes gens, les hommes qui jugent ici et là. Ça veut dire quoi? La victime est juste. La justice est victime de sa puissance. De sa puissance. Voilà. Ah bon. Vous dites du droit au nom du peuple. Oui. C'est une lourde responsabilité. Et parce que vous le faites, vous devenez la cible de ceux qui subissent la loi. La loi peut être bien dite ou mal dite. Ce n'est quand même que des hommes pour le dire. Ce ne sont que des hommes. Ils ne peuvent que le faire au pire, selon leur intime conviction. Au mieux, au regard des faits qui sont en leur possession. Moi, je le compare toujours. J'ai l'habitude de le faire. Toujours. En disant, mais quelques années d'arbitrage de football m'ont permis de comprendre que ce n'est pas si facile. Lorsque même malgré la vache, je vous l'ai dit la dernière fois, malgré les vidéos, malgré tout, on ne s'entend pas toujours parfois sur une action. C'est exactement ça, parfois, devant la justice. Donc, au lieu de s'accrocher, parce que c'est pas le fait de dire que la justice est corrompue, la justice est au mains, la justice est instrumentalisée, les mêmes qui le disent. Prenons quelqu'un comme Maître Robert Dossou. Voilà quelqu'un qui a fait tous les systèmes quand même, depuis de 72 à 80 à aujourd'hui. Oui. Il est resté dans beaucoup de systèmes. Il connaît. Il a été bâtonnier. Il a été en Sciences Po. Il a formé plein de juges. Lorsque vous l'entendez, c'est ce qu'il dit. Il n'a qu'à nous dire la meilleure justice qu'on a connue au Bénin, c'est quand? Le meilleur procès qui s'est terminé sans qu'il y ait grèvement, c'est quand? L'un des meilleurs, c'est encore l'ICC Service, à mon avis. Et c'est à la Criette qu'il a géré. L'un des meilleurs. En tout cas, que moi je connais. Il est plus âgé que moi. C'est mon professeur. Mais moi, en l'écoutant, je dis, mais voilà ceux qui participent à la scène et après qui piétinent la scène. Oui, mais est-ce qu'ils peuvent dire tout ça innocemment? Est-ce que ce n'est peut-être pas compte tenu de ce qu'ils vivent là-bas? Mais le problème, c'est les mêmes rengaines. Allez prenez tout procès et regardez ce qu'on en dit. Oui, mais il faut un minimum, il faut un béaba quand même. De quoi? De la part des juges, par exemple, il faut une certaine preuve de leur crédibilité ou de leur indépendance. Ils doivent ouvrir leur cervelle et monter ça au stéthoscope. Comment on appelle à la lecture de... Non, parce que là, c'est la tension altérieure. Je parle de sortir ça... Au scanner, voilà. Donc, sortir leur cervelle et monter ça au scanner pour dire, bon, voilà, ou à l'IR ou bien à d'autres formes d'invention moderne qui permettent qu'on lise leur cervelle. En disant, oui, ça, vous êtes un juge indépendant. Qui est? Ils ont donné un exemple clair, par exemple. Ils ont estimé qu'au niveau de ce procès-là, le procureur spécial était assis au même rang que le juge, alors que, selon leurs observations, le procureur devrait être à côté, un peu comme les avocats aussi de la défense, et que du coup, c'est un signe visible de cette proximité, de cette promiscuité-là qu'il dénonce. Si moi j'étais le juge, je les poursuivrais. Si moi j'étais le juge, je les poursuivrais.
Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas. C'est le juge, il sait que lui, il est le seul à dire le droit. Il est en la matière que le procureur ne peut pas lui donner des injonctions, ni le ministre de la Justice. Il le sait. Maintenant, s'il accepte des injonctions, lui, c'est sa personnalité, c'est sa personne. Personne n'est là pour vous juger. Vous êtes votre seul juge. Peut-être avec votre Dieu si vous êtes croyant. Mais c'est une lourde responsabilité. C'est ça que je vous ai dit tout à l'heure que justement la justice est une lourde responsabilité. Donc, du coup, elle est victime justement de sa puissance. Donc, il n'appartient pas à un quidam, soit ton barreau, bâtonnier, ancien bâtonnier, agrégé, 1000 agrégés, de vous juger. Il n'a pas le droit. Le jugement se fait au prétoire selon des règles de l'art. Et normalement, ceux-là qui fréquentent ces endroits devraient être les moins prolixes possibles dans tout jugement de leur père. Ouais. Donc, dans un procès, normalement, vous avez le président assis au milieu. À sa droite, vous avez peut-être le greffier, ou à sa gauche, et vous avez le procureur. Le procureur. Après, les avocats ont leur place, normalement. Maintenant, si l'organisation a la criette, faisait asseoir le procureur spécial à la position, moi, je ne sais pas, ils n'ont qu'à saisir la juridiction pour savoir s'il n'y a pas quelque chose qui cloche. Moi, je ne vois pas en quoi ça vient dans un procès précis. Et une preuve supplémentaire ou un argument supplémentaire, c'est qu'en rentrant dans le fond des dossiers, lorsqu'on prend par exemple le procès de Joël Aïvo, les récriminations font état de ce que jusqu'à présent on n'a pas pu établir vraiment la culpabilité. C'est qui le on? Peut-être le juge. Mais, on a estimé on parle au nom du juge. Justement, on ne peut pas parler au nom du juge. Les observateurs parlent au nom du juge. On a pu entendre par exemple sur le duel, aujourd'hui on a pu entendre Eugène Azatassou qui estimait que jusqu'à présent qu'on n'a pas pu établir la culpabilité de Joël Aïvo. Vous savez. Et que même ces co-accusés reconnaissaient à la barre qu'ils ne l'ont vu peut-être qu'à la criette. Vous savez, je ne suis pas juge. Oui. Moi, je respecte la justice. Je suis un justiciable et je le dis toujours, nous ne pouvons pas bâtir une société sans être d'accord sur les principes de la société. Et en la matière, je vous l'ai toujours dit, le seul consensus attendu, c'est au niveau de notre organisation institutionnelle, c'est au niveau de la Constitution. Après, on peut ne pas s'entendre sur le reste, parce que la Constitution est déjà organisée. Vous voyez, quand des individus veulent lire, maintenant, il ne leur arrive que, bon, de dire, mais mon Dieu, pourquoi tu aurais pu, Dieu, tu es juste, Dieu, tu es ci, Dieu, tu es ça. Ils lisent dans tous les textes. C'est eux qui ont la vérité. Ils ont la science infuse. Ils lisent juste dans la tête du juge, qui n'a pas pu établir, mais qui a condamné. Non, ils sont sérieux. Peut-être aussi en écoutant les différentes ils ne peuvent révélations des témoins, l'intime conviction du juge. Et les deux accusés le savent. L'un, professeur agrégé de droit public, l'autre, ancien garde des Sceaux. Normalement, s'ils ont pu accéder à ce niveau ou exercer cette fonction, c'est qu'ils sont d'accord avec le principe. Et s'ils sont d'accord avec le principe, je ne vois pas de quoi nous parlons. Mais est-ce que cette intime conviction du juge ne peut pas parfois être altérée par un quelconque jugement du juge, un jugement personnel du juge? C'est quoi que tu appelles personnel? C'est le juge. Mais son état d'âme peut influer sur... Exactement, c'est pour ça qu'il y a des voies de recours. C'est pour ça qu'il y a des voies de recours. Il peut se tromper. Quand on dit l'intime conviction du juge, lui, il est estimé au regard des faits que les différentes étapes de la constitution d'un délit, d'un crime, d'une infraction pénale, que ces différents éléments sont respectés. Donc, il établit. Et le procureur, parfois, lui mâche le travail. Oui. Je dis parfois, lui mâche le travail. Les avocats, parfois, lui mâchent le travail. Lui, il analyse dans ses... Et lui-même a travaillé le dossier. N'oubliez pas qu'il y a des enquêtes préliminaires. N'oubliez pas qu'il y a des enquêtes de moralité. N'oubliez pas qu'il y a des rapports. Donc, n'oubliez pas qu'il y a des interrogatoires. Tous ces éléments-là sont, par exemple, lorsqu'on parlait vous voyez, les échanges de juges et Dame Riquette par rapport à 2019, vous savez, à un moment donné, elle est coincée. Elle est coincée parce que justement, le juge lui a sorti un certain nombre d'éléments. Mais tout n'est pas des éléments à sortir. Vous savez, l'élément moral dans un procès pénal est important. Alors le passé compte. Et dans le passé, quand on prenait le procès à Aïvo, il a quand même dit beaucoup de choses qui peuvent se retourner contre lui. Tout à l'heure dans mon intervention, j'ai eu à prendre d'autres positions avant, dans les chroniques, en disant, faisons un peu attention lorsqu'on dit certaines choses. On est quand même dans un état de droit. Et donc, parfois, on peut vous interpeller. Quand vous dites ça, on vous oppose la liberté d'expression. Oui, bon. Merci. Oui. Mais ça n'empêche pas le représentant du ministère public de supputer, de présupposer des
un éventuel appel à des troubles à l'ordre public, un éventuel, une éventuelle situation complexe. C'est pour ça que la liberté de presse est acquise, non. Elle peut être limitée par certaines considérations, dont l'ordre public et la nécessité de défense. Ça veut dire quoi? Que l'État est un. Et que autant vous avez votre liberté, autant vous ne pouvez pas de vos déclarations, de vos agissements, perturber l'organisation sociale, sociétale. Vous ne devez Mais puisque pas... nous sommes sur le champ de la politique, sur le terrain politique. Là maintenant, on est sur le terrain pénal. La politique n'empêche Non, pas... les déclarations étaient tenues dans un contexte politique. Il n'y a pas de contexte politique. Il y a un contenu de vos propos qu'on vous opposera en temps opportun. Il y a des contenus de vos écrits. Vous avez vu, on a sorti des écrits entre Madougou. Et donc, vous devez, un citoyen complet. Il n'y a pas une période électorale et une période non électorale. Celui qui dit non, on est en contact avec les rebelles, avec les chasseurs, il faut les aider. Donc, ça, en période électorale, on peut le dire. Mais en période, non, il n'y a pas de contexte. Il y a que vous devez vous mettre. On dit toujours, vous êtes libre de temps, à charge d'en répondre devant la loi. À charge d'en répondre devant la loi. Donc, votre liberté, c'est connu. Oui. C'est connu. À charge d'en répondre d'éventuels effets ou d'abus devant la loi. Donc, n'empêchez pas le juge d'avoir ce magistère, dans la liste de son magistère, n'empêchez pas d'avoir cet impérium, c'est-à-dire être en mesure de dire oui, c'est constitué, non, c'est pas constitué, au regard des faits. Il peut se tromper. Il y a les voies de recours. Mais dans les cours d'assises, il n'y a même pas de voies de recours. Là, il n'y a que la grâce. Et donc, il y a les jurés qui aident la cour. Oui. La cour, il y a un président et des assesseurs. Et des assesseurs et des jurés qui l'aident. Et après, c'est tranché, c'est dit. Ici, il y a un autre niveau. Donc, ils ont 2 semaines pour interjeter appel. Oui. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, faire appel voudrait dire qu'on n'est pas satisfait de cette décision. Donc, on leur offre une autre possibilité. Alors, je ne vois pas pourquoi, au lieu d'utiliser les possibilités qui leur sont en fait, on s'acharne contre l'institution de justice. Demain, elle sera la même chose. Après demain, elle sera toujours dite par des hommes. Et ces hommes dont vous parlez auront toujours il y a toujours leur personnalité humaine qui pourrait toujours agir sur leurs convictions. Mais quand ils finiront par dire, en leur place et en situation, en tout cas en leur grade et qualité, comme on le dit, c'est-à-dire en tant que président de la Cour juge, oui. Et en cette qualité, quand ils l'auront dit, ils auront dit du droit au nom du peuple béninois. Et on ne peut que faire appel aux voies de recours. Alors, je rappelle aux téléspectateurs qu'ils peuvent participer à cette émission à travers des messages WhatsApp. Le numéro est affiché à votre écran, des messages WhatsApp que nous allons relayer dans cette émission. Nous sommes en direct, évidemment. Si vous avez des questions ou des avis contraires aux avis de notre consultant politique, vous nous le faites savoir et nous allons les livrer en direct. Agapit Napoléon Maforican, vous parlez de l'intime conviction du juge. Vous parlez peut-être du caractère humain de celui qui décide en dernier ressort. Mais il se fait que nous sommes toujours dans un contexte où la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme, la CRIET, qui connaît de ces affaires, est au cœur d'une grande polémique depuis sa création. Parce qu'on estime qu'elle est un instrument qui permet peut-être à l'exécutif actuel de régler des comptes politiques avec ses adversaires. Est-ce que lorsqu'on voit un peu les différents acteurs qui passent devant cette Cour, on ne peut pas aujourd'hui parfois faire des conclusions, tirer des conclusions selon lesquelles cette CRIET-là serait un instrument qui permettrait d'exclure des adversaires politiques, dont par exemple un certain Joël Aïvor, une certaine Rika Madougou. Vous savez, moi, je refuse de rentrer dans cette émotivité générale ou ciblée de ceux qui veulent la voir. Écoutez-moi, il y a 5 ans, aucun nom, Joël Aïvor ne circulait nulle part comme politique, ni Rika Madougou, elle était ailleurs, elle faisait sa vie. Il y a 3 ans, ces noms ne circulent. Il y a 1 an, il y a 18 mois, personne, en dehors de Joël, qui a commencé par faire son dialogue itinérant, personne n'a entendu. Il ne savait pas que des intellectuels prennent pour comment pas parler français à gauche et à droite pour qu'on dise qu'ils sont des hommes politiques. Et après qu'ils deviennent encore dangereux. Oui. Moi, écoutez-moi, la seule fois que moi j'ai vu Rika Madougou dans l'arène, c'est la veille du dépôt de candidature. Et sa première déclaration que j'ai entendue, c'est quand elle était à la Sénat, où elle parlait que notre démocratie serait la pire dictature du monde. Je me suis dit, mais voilà quelqu'un qui a assumé de hautes responsabilités, dont celle de garde des Sceaux, qui est allé dans un pays d'à côté soutenir le système, accompagner le système, qui n'est pas connu
par certains observateurs dont vous parlez comme des plus démocratiques. Ça, c'est pas mon problème à moi, a priori. Moi, je respecte les pays et leur système. Tout à fait. Donc, tu reviens, on l'a même pas vu animer un meeting. On l'a pas vu prendre position dans les débats, qu'il faut. Et tu prends... Ça pose quand même un problème d'éthique. Je vais Pour voir. qui? Un instant. Oui. Pour elle. Pour elle, Oui, oui. elle est libre de parler quand elle veut, non? Parce qu'il y a aussi la stratégie interne des partis. Le juge n'est pas libre de condamner quand le droit lui permet, quand son étude convention lui permet. Elle est libre de parler quand elle veut. Non, mais en tant qu'acteur ou actrice politique. Oui, mais en tant que président du tribunal. Lorsqu'elle débarque pour pouvoir déposer un dossier, elle peut opiner quand elle veut, non? Normalement, mais bien sûr. Bon, alors, le parti politique peut choisir de nous cacher son candidat ou sa candidate jusqu'au jour J. Je suis d'accord avec vous. Bon, on n'a pas besoin alors d'animer des meetings avant. Pas du tout. Pas du tout. Oui. Mais où se situerait le problème? Il se situe au même niveau que vous demandez pourquoi la criette, créée par notre loi, notre droit positif, comment, parce qu'on en a le droit, et que, organisée comme elle devrait l'être, réorganisée après une décision de la Cour africaine des droits de l'homme, malgré tout, on dit toujours faire l'objet d'une polémique. De qui? C'est notre Cour, c'est notre organisation judiciaire, c'est ça l'État. Oui. Donc, quand vous parlez de quand on dit les adversaires politiques, c'est ça que je veux dire. Pour dire, lorsque vous l'entendez, moi je ne vois pas en quoi elle était adversaire réellement. Je ne sais pas, je ne vois pas. Elle a des appuis à l'étranger, Quel vous appui? le savez, non? Je sais rien, moi je ne sais rien. Comment ça? En tant que consultant politique de votre expérience, vous ne savez pas si Réki Amadou aurait peut-être des contacts sur un carnet d'adresse assez fourni? Franchement, oui, vous saviez que Patrice Talon allait gagner l'élection présidentielle de 2016? Ce n'est pas la même chose. Patrice Talon est toujours passé incognito. Il est toujours resté discret. Réki Amadou, par contre, a occupé des fonctions politiques. Elle est une femme publique. Donc, du coup, elle gagne. Là n'est pas le problème. Si vous voulez dire, elle a un carnet d'adresse. Donc, du coup, ça suffit. Non, attendez. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Elle est venue dans un contexte où le FCB, le parti, les démocrates ont déposé leur liste en disant nous, on n'a pas besoin de parrainage. Oui. Donc, du coup, l'élément essentiel qui devait leur donner accès à la candidature, ils disent, on ne respecte pas. On ne doit plus les considérer comme des candidats. Ils ne sont pas candidats. Vous ne pouvez pas être candidat si vous refusez d'ajouter des pièces importantes. C'est ça l'incohérence de tous les débats que nous faisons depuis longtemps. Moi, on dit, sur les médias internationaux, tout le monde dit candidat, ancien candidat à l'élection présidentielle, candidat recalé, ils ont peur. Mais si vous pouvez affronter un système, comment je vois la Yévo, j'ai écouté. On sait plus tard qu'elle a fait des démarches personnelles. Mais pourquoi faire des démarches personnelles pourquoi vous ne pouvez pas faire des démarches directes, ouvertes, et affronter parfois les apparatchiks d'un parti qui ne veulent pas vous donner? Pourquoi vous ne pouvez pas affronter? Et au moment où le chef d'État au Nord dit, on donnera à ceux qui demandent. Pourquoi vous ne pouvez pas dire, moi j'ai demandé, j'ai reçu telle personne, ils m'ont pris de l'argent? Si c'était dit en plein débat électoral, ça aurait été intéressant. Ça aurait été un silence total, des négociations de coulisses, donc des tentatives de corruption. C'est parfois ça aussi, la politique. Les lobbies. Mais c'est condamné par la loi électorale. Tentative de corruption électorale, c'est là. Donc, elle reconnaît avoir donné de l'argent. Donc, elle a tenté de corrompre des élus. Ça, c'est déjà possible. Lisez le code électoral et regardez la peine qui est liée à ça, déjà. Donc, pendant que le parti, lui, tourne notre dialogue, le projet, je l'ai écouté. Il dit oui, voilà, telle personne, il s'occupe de mon intendance et de ma question de parrainage. Oui. Ça veut dire que lui-même, il gère le parrainage. Au même moment, il dit, lui, il va faire exploser le parrainage. Bah, finalement, quand c'est aussi incohérent, on ne peut pas laisser. Moi personnellement, ça fait de la peine, parfois, d'opérer ces questions, parce que ces personnalités sont assez proches, et surtout le professeur Joël, comme je le dis toujours, c'est du point de vue humain et personnel. C'est quelqu'un, c'est une proximité, une certaine proximité qui m'aurait empêché d'évoquer. On est sur un terrain intellectuel où on doit restituer la vérité, quitte à demain chacun fasse son point. C'est au nom de ça que j'essaie toujours d'en parler, pas au nom de quoi que ces personnes me demandent de dire. Mais je le dis parce que je me dois à l'État et à la nation de dire ce que je prends de cette question. Donc j'ai dit, en la matière, après de moi, tu sais que tu vas y aller.
Mais pourquoi faire tout ce débat-là? Bref. Donc, Donc, du coup, ils n'avaient pas été perçus comme de redoutables adversaires. en tout cas, écoutez mes anciens, vous avez fait tout à l'heure, une partie a été écoutée. Oui. On peut remonter, vous verrez, à mon avis, vous l'avez vu, aucun d'eux ne constituait une menace particulière. Parce qu'il faut déjà qu'ils aient les parrainages. Et aucun d'eux n'était dans une dynamique d'avoir des parrainages. Donc, du coup, ils ne sont pas candidats pour moi. Pour moi, ils ne sont pas candidats. Et j'ai toujours dit, allez quérir les candidatures, au lieu de faire de la délation. Allez quérir les candidatures. On n'a pas tout le temps à le dire. Ils ne l'ont pas fait. On vous injurie sur les réseaux sociaux, vous êtes clébé de ci, vous êtes clébé de ça. Et pendant ce temps, ils continuent. Et aujourd'hui, la fin justifiant les moyens, on en est où? La question est là. Donc, au lieu de s'en prendre à un juge qui fait son travail, demandez est-ce que nos amis ont fait ce qu'ils doivent faire. C'est la question qu'ils posent. Je suis désolé. Au lieu de s'en prendre à un juge qui fait son travail, oui, à une cour qui est régulièrement en place, vous pensez que la cour de justice, le repas qu'on a eu la cour Marshall, cette cour-là était légitime ou quoi? C'était quoi déjà? Les tribunaux ad hoc n'ont pas existé. Oui. Ça fait partie de l'organisation judiciaire de chaque pays. Vous dites que le juge fait son travail, mais au nombre des récriminations, il a dit, et il se dit d'ailleurs, il se susurre, que le juge a manqué aussi de faire un travail supplémentaire qu'il aurait dû faire. C'est-à-dire, et là vous en avez parlé tout à l'heure, lorsque Rekia Madougou a fait ses révélations d'affaires de corruption, elle aurait payé 110 millions pour pouvoir avoir ses parrainages avec ses députés dont tout le monde connaît les noms, etc. On estime, et Jean Azatassou l'a dit sur le duel ce dimanche, que c'est quand même assez curieux qu'on ne fasse pas intervenir ces acteurs-là, qu'on ne les cite pas comme des témoins. De quoi? C'est comme si on les protégeait eux. Témoins de quoi? Comme étant aussi dans le feu de ces actions-là. De l'infraction pénale, de corruption électorale ou de l'infraction pénale de terrorisme ou bien de planification. Puisqu'ils ont été cités. Non, c'est pas comme ça fonctionne. Pourquoi les avocats de la défense ne les ont pas cités comme des témoins à charge et à décharge? Les avocats de la défense ont pu les citer. Ils ne l'ont pas fait. Donc pourquoi on demande au procureur, au président de les appeler? On est dans un procès. Pour la manifestation de la vérité. Les avocats auraient pu. Ils sont certains hommes tellement expérimentés, dont un super expérimenté, parce qu'il vient de la métropole. Ils auraient pu quand même demander qu'on les écoute. Dans le cas d'espèce, vous allez écouter Badama, c'est pourquoi. On dit on lui a remis de l'argent pour parrainage, pas pour aller tuer. Donc, nous sommes dans un procès. Il faut se dissocier les deux. Moi, je ne suis pas le juge. Mais quand vous analysez, si moi, j'étais le juge, on aurait ouvert une autre enquête, ou bien le procureur aurait peut-être pu se saisir sur la question de la corruption électorale. C'est une question qui est là. Oui. Donc, parce qu'on a cité. Et l'acteur principal de la question serait Madame Mandougou. Elle a reconnu avoir donné de l'argent. Les gens demandaient, elle a donné. Donc finalement, elle se retrouverait encore dans. Mais attends, c'est pas moi qui ai parlé en son, c'est pas moi qui ai parlé en son nom. Vous venez de l'évoquer. Alors, donc, mais pas dans ce procès-là. Je pense que cette question ne l'a pas aidé. Ça montre quoi? Qu'elle ne passe pas par les voies normales, qu'elle est un citoyen qui peut passer par des voies alambiquées pour avoir ce qu'elle veut. En dérogeant éventuellement, même si on prend la thèse, dans le cas du procès actuel, c'est une thèse à charge contre elle. Dans la mesure où... Donc ça ne l'aide pas. Du tout. Demandez à n'importe quel pénaliste, à un avocat, dans le cas... vous avez un procès pénal où on vous soupçonne de troubles, de vouloir assassiner, de vouloir commanditer. Et vous reconnaissez que oui, dans le cas pour acquérir un parrainage, vous avez reçu des députés à qui vous avez proposé qui ont demandé de l'argent, à qui vous avez donné de l'argent. Ça veut dire qu'au lieu d'aller directement, au lieu de dénoncer, au lieu de les faire prendre par dossier, parce que vous entrez en ce garde de ce que vous êtes, vous jouez le jeu. Ça veut dire que vous êtes prêt à jouer n'importe quel jeu. Par exemple. Donc, c'est pour vous dire que dans ce débat-là, quand on dit pourquoi on n'a pas interpellé les Badamassi, leur place n'est pas là. Très bien. Les avocats de la défense auraient pu le faire. S'ils ne le font pas,
c'est leur problème. On a demandé aux téléspectateurs de nous envoyer leurs avis et ils le font massivement. Par exemple, Nyasuno Dossou Innocent nous a écrit depuis Porto Novo, 2e arrondissement, et il fait des comparaisons. Il estime qu'à l'occasion de la gouvernance de Boni-Yayi, par exemple, il y avait beaucoup de déclaration incendiaire lorsqu'on a estimé qu'on ira chercher Boni-Yayi, qui ne ferait pas une journée de plus, qu'en ce moment, on n'avait pas estimé que c'était des déclarations graves pour les interpeller. Et que du coup, maintenant, lorsque Aïvo dit 5 ans, c'est 5 ans, qu'on estime que la loi a été violée. Et que du coup, ça paraît comme du 2 poids 2 mesures. Ce n'est pas pertinent. Je salue le téléspectateur. Oui. Je lui dis oui, c'est possible. Mais vous savez, parfois, moi-même, il m'arrive de me demander, mais pourquoi c'est quand j'ai brûlé le feu que moi, on m'arrête alors qu'il y a d'autres qui brûlaient. C'est ça. C'est-à-dire que, il a raison peut-être, mais bon, cela dit, on est en matière pénale. C'est pas parce que l'autre a pu s'en sortir que vous devez vous en sortir. Si vous rentrez dedans, vous rentrez dedans. La question est de savoir, est-ce que ce qu'on lui reproche est faux? Moi, la question n'est pas de dire, est-ce que l'autre n'a pas fait avant? Moi, je ne suis pas, est-ce que l'autre n'a pas fait avant? C'est là, n'a pas mon problème. Est-ce que ce qu'on lui reproche est faux? Le tribunal a quoi juger, jugé que les faits sont reconnus. C'est trop facile de ranger tout ça au calendes grec ou dans la poubelle de l'histoire et de dire, bon, ce n'est pas mon problème. Parce que nous sommes dans un État qui continue, l'État est une continuité. Je vous donne les réponses. C'est-à-dire que, je vous l'ai dit, on n'arrête jamais tous les voleurs du monde. Il y en a qui passent toujours entre les mailles. On n'arrête jamais, même les pays où on a mis les radars, tout le monde n'est jamais pris. Donc, il y a toujours certains qui entrent dedans. C'est comme ça la loi, et de la loi naturelle. Donc, du coup, que celui qui a dit 5 ans, c'est 5 ans. Ou celui qui a dit... Et on ira chercher, tout à l'heure. Si le procureur de l'époque n'a pas jugé bon pour suivre, je vous l'ai dit, moi j'étais à la NLC, nous avions des dossiers probants de lutte contre la corruption, que nous déposions au procureur de la République, mais qui ne donnait suite à rien. Alors qu'on était censé informer le tribunal de toute situation de lutte contre la corruption. Et la loi pénale dit, tout citoyen qui a connaissance d'un crime, d'un fait délictueux ou bien d'un fait, d'une infraction à la loi, est tenu d'en saisir le procureur, qui lui devrait... Voilà. Donc, le procureur ne fait rien. Vous allez faire quoi? On va dire, bon, plusieurs le procureur avant ne faisait rien, aujourd'hui aussi le procureur ne fait rien. Non, vous savez, c'est des dynamiques humaines et personnelles. C'est aussi à l'ère des temps. La création de la criette a rendu dynamique un certain nombre de situations. Et l'ancien membre de la NLC est heureux, est content. De voir que les choses ont évolué. Exactement. Donc, je suis désolé que ça touche quelqu'un que je connais très très bien, mais bon, ça fait partie des ça rejoint une préoccupation de Soha Geoffroy qui va un peu plus loin encore en sortant peut-être une affaire d'une si grande gravité. Il fait allusion à un député que vous connaissez très bien, qui actuellement soutient le régime en place, je me garderai bien de dire son nom, qui faisait une confession et qui disait que lui, en son temps, il avait pris 400 millions de son parti chez une tierce personne qui était opérateur économique pour pouvoir animer la vie politique à l'époque. Et qu'il demande donc, est-ce que ce n'était pas ça aussi du blanchiment d'argent? Vous savez, tout ça, vous trouvez qu'on est trop nostalgique Non, pas du tout. Mais pour moi, le citoyen qui parle, il n'a qu'à saisir le procureur des faits. Tout citoyen qui a connaissance d'un fait, d'une infraction à la loi est tenu d'en saisir mais ce sont des déclarations publiques qui sont sur les réseaux sociaux. Oui, mais si le juge ne l'a pas fait, beaucoup de personnes saisissent la Cour constitutionnelle. Oui. Des déclarations qui sont sur les toiles. Beaucoup saisissent de la Cour constitutionnelle de plaintes, de saisines. Parfois, pendant que nous parlons, parfois, d'autres écrivent et saisissent. Donc, quelqu'un n'a qu'à écrire, saisir peut-être, et voir ce que la Cour va dire, ce que le procureur va dire. Peut-être. Et on verra bien. Moi, vous savez, on est dans un cas précis. Si on doit remonter à des vieux cas, moi, je ne vois pas en quoi ça accompagne le verdict qui est donné. Ce que j'ai dit, c'est que, est-ce que... Non, la conclusion de tout ceux-là, ceux qui pensent ainsi, là où ils veulent en venir, c'est de dire que les donneurs de leçons d'aujourd'hui, c'était les pécheurs d'hier. Donc, dès qu'il y a... C'est à les croire, en fait. Donc, dès qu'il y a procès, il y a leçon à donner. Pour moi, le procès fait partie... La justice est une institution de la République. Et donc, il y a les conditions d'accès à la justice. Donc, chacun est libre. Alors, je ne sais pas si, parce qu'on vous met un procès, que celui qui vous attend le procès, ou bien parce que le procureur vous poursuit peut-être, il est donneur de leçons. Non. Je pense qu'il y a une mal d'ordre. On a besoin de retourner à l'instruction civique dans nos établissements et dans nos entreprises, pour que les gens comprennent ce qu'est l'État et son fonctionnement. Ce qu'est l'État et son fonctionnement. Je pense que ça manque. Et aujourd'hui, la libération des énergies sur les réseaux sociaux, donc le tout numérique, fait que tout le monde se libère. Et des pulsions circulent, des impulsions, des pulsions, des rêves, des rêveries, des humeurs, tout circule librement au point d'embrouiller.
Oui, les gens ont le droit. Je suis d'accord avec les écrits. Si les faits qu'ils évoquent, moi-même, je connais des faits ayant été à l'NLC, que nous avons porté à l'attention du procureur, qui n'ont jamais donné de suite. C'est pour ça que moi, je dis toujours que je salue aujourd'hui qu'un tribunal qui existe, qui n'a plus besoin même qu'une autorité comme la NLC travaille pour qu'elle puisse fonctionner. Vous avez l'État avec les expressions de finances. L'inspection générale d'État, plein de corps de contrôle, plein d'enquêtes, mais ça ne donnait rien à la suite. Aujourd'hui, il y a des suites qui sont données. Alors, qu'est-ce que nous voulons? On dénonce la corruption et l'impunité. Aujourd'hui, on dénonce qu'on poursuit. Quel est le problème finalement? Donc, pour moi, je pense que nous devons choisir un ancrage. Et l'instruction civique dans nos écoles, dans nos établissements, dans nos entreprises, devrait aider les populations à comprendre la complexité de l'appareil État. Et quand on dit l'État, c'est-à-dire qu'en tant que citoyen, tu as tellement de droits, mais ce fait que lorsque la vie communautaire entre en jeu, tes droits s'anéantissent à plusieurs niveaux. Et le professeur Joël Aïvo le sait, étant mon professeur, et Mme Henri Mandougou le sait, ayant été garde des Sceaux. On ne peut pas défier l'État sur un certain nombre de points, au point de menacer, de financer des actes terroristes. On ne peut pas le faire. Et lorsque, quand si vous le faites, et les gens, la loi vous passez entre les mailles de la loi, tant mieux. Mais si vous le faites, et on vous agrippe, vous répondez de vos actes. C'est tout. Après, maintenant, qu'on ne s'en prenne pas à un juge. Moi, je continue de le dire. Laissons la criette et les juges en paix. Alors, et posons-nous les questions de savoir est-ce que nous avons les comportements que nous devons pouvoir avoir, que nous devons avoir. Est-ce que nous les avons eus quand il fallait les avoir? À cette question, quelqu'un semble avoir la réponse. D'abord, il faut dire que Alexandre Akogbeto est d'avis avec vous. Il estime que vous êtes très cohérent dans vos propos. Merci. Mais dans le même temps, un autre téléspectateur dit que lorsqu'on voit un peu les différents procès traités par la criette jusque-là, liés aux acteurs politiques, il a cité des noms, Sébastien Germain Adjavon, Komi Koutié, de grands noms, Liadi Soglo, etc. Bon, quand il dit de grands noms, ça dit des acteurs politiques ayant eu de lourdes peines selon eux. Et ils estiment qu'à la fin, c'est comme si la criette n'existe que si elle veut traiter des acteurs politiques pour aller écarter des adversaires politiques. Et il y a certains qui font même le lien avec les législatives 2023 et les élections générales de 2026. Bon, sans être naïf, est-ce que quelque part aussi ce n'est pas cohérent cette analyse? Est-ce qu'on ne peut pas envisager que parfois, pour pouvoir se débarrasser de quelques adversaires pour les élections, on peut utiliser la justice qui n'est pas très loin de côtoyer la chose politique aussi? Je ne sais pas si Joël Aïvo a été élu conseiller municipal de Porto-Novo une fois. Donc je ne vois pas en quoi il est un adversaire coriace. Je ne sais pas si Henri Mandougou a été élu une fois aussi, je ne sais pas, à une élection locale. Donc du coup, je ne vois pas. Moi, je suis dans. Je ne sais pas où est la comparaison. Par contre, Boni Yahi, par exemple, a été élu président de la République. Il est encore là. Il peut être candidat aux législatives. Il pense que Boni Yahi est moins que Henri Mandougou. Que Eric Moudédé, qui a été 3 fois pour le conseil ou 4 fois député, n'est pas un adversaire coriace. Ah non, il y a des choses, parlons des choses plus sérieuses. Nous on dit on veut écarter des adversaires. C'est quoi écarter? Le problème de la criette, c'est que, vous savez, quand un nouveau régime arrive, c'est facile d'avoir les affaires contre les autres. Parce que c'est les autres qui ont agi jusqu'à présent. Mais vous ne serez pas surpris si dans 2 ans, des affaires concernent des acteurs actuels. C'est ça. Ça ne peut que... Et le dossier ANAT est venu confirmer que ce n'est pas si évident que ça. Absolument. Il y a une lutte qui est enclenchée. Il y a un nouvel ordre qui s'installe. Mais tous les hommes ne rentrent pas dans le nouvel ordre. Donc vous allez voir des hommes du système qui vont être agrippés bientôt. Parce que justement, on aura terminé avec les anciennes gestions. Il n'y a que ceux qui ont géré pour être interpellés. Donc, les nouveaux venus n'ayant pas géré, comment vous voulez qu'on les interpelle? Alors, politiquement, ici maintenant, on n'est pas dans les gestions, on est dans les propos et des actions tenues, des circulations d'argent. On a demandé de justifier. Moi, je pense que quand on a demandé au professeur Aïvo de justifier, par exemple, 50 millions, bien combien. Mais au lieu de... Oui, moi, en tant que... Il a répondu pour dire, mais qu'on veut lui faire un procès en pauvreté. Alors, est-ce que... Moi, je me retourne dans un amphithéâtre, je me dis, mais si moi j'ai fini de dire ça, et je retourne voir mes étudiants, la question est d'abord, est-ce que je dois narguer la justice? Même si Jésus, dans son procès devant Ponce Pilate, ou durant le chemin de la croix, il n'a désobéi à personne.
il n'a désobéi à personne. Ça veut dire quoi? Vous savez, même si vous êtes... Il ne prétend pas être Jésus. Non, il ne prétend pas, n'est-ce pas? Ça montre quoi? Quand vous avez... Si vous avez le respect, c'est ça que je veux vous dire, des institutions, quand vous avez le respect, vous subissez. Vous faites ce que vous devez et l'autre fait ce que doit advienne que pourra. Mais lorsque vous narguez en face, ça veut dire que vous n'avez pas les réponses. Je dis, l'injure est l'âme des faibles. Alors quand je dis justifie, et tu fais, ça veut dire que tu n'as pas de réponse. Permettez aussi au juge de faire aussi sa lecture des choses. Moi, je suis de dehors, j'analyse. Beaucoup analysent aussi. Tout le monde est intelligent. Comme dit l'autre personne, ne pensons pas que nous sommes les seuls enfants de notre maman qui sont intelligents. Tout le monde est intelligent. Il y en a qui le sont diaboliquement, il y en a qui le sont royalement. Mais chacun est intelligent à sa manière. Oui. Quand on vous pose une question et vous contournez, l'autre prend acte de votre réponse. Et ça, ce n'est pas en votre faveur. Ça, c'est important. Alors, donc, l'un dans l'autre. L'histoire de dire que c'est les procès faits aux gens, on veut écarter. Vous savez, il y a toujours des Béninois pour être... Quand il y a Ibori venait au pouvoir, personne ne le connaissait comme Ekouché. Il était assistant ou attaché de cabinet de son oncle, de ministre de la Justice, le ministre des Finances de l'époque, sous les Kérékou. Quand Kérékou revenait au pouvoir, il y avait des gens qu'on ne connaissait pas. Et ainsi de suite. Quand Soglo venait au pouvoir en 90, il y a des gens qu'on ne connaissait pas. Quand un pouvoir arrive avec de nouveaux noms, et donc du coup, les gens font leur parcours politique. C'est ça. Et ces générations spontanées ne sont pas nécessairement les meilleures. Aujourd'hui, nous avons un système partisan qui se met en place. Donc, qu'on pense que c'est parce qu'on veut écarter un adversaire, mais qui te dit que les autres ne vont pas... Vous avez regardé la lutte contre le terrorisme international. Quand on a tué Oussama Ben Laden, on a dit quoi? On a cru que c'était terminé, que c'est fini. Mais est-ce que le monde est aussi en paix que ça? Je vous dis quoi? C'est des luttes de tous les temps. On ne peut pas dire qu'on a écarté un adversaire à vie. Non. Il y a toujours de nouveaux adversaires. C'est permanent. Il y a tout, voilà. Donc, et Patrice Talon va finir. Oui. Alors, l'adversaire de 2026 n'est peut-être pas celui de 2021. Oui. Donc, le temps passe, les hommes passent, de nouveaux hommes apparaissent, et dire qu'on a éjecté quelqu'un à vie, non. Le professeur Aïvo n'était pas candidat, parce qu'il n'a pas déposé de procuration. Donc, il n'est pas candidat. Il le sait aussi bien que pour postuler, si on me dit 7 pièces et je mets 5, je ne suis pas candidat. C'est parce que le système n'a pas été à fond. Normalement, c'est au dépôt qu'on contrôle. C'est pas prêt, on ne vous enregistre même pas. Parce que le fait de vous enregistrer crée la confusion. Quand vous dites 7 pièces, vous déposez 5 ou 6. Vous n'êtes pas en mesure de déposer. On ne regarde pas l'authenticité des pièces. On les énumère. Vous n'avez pas déposé une pièce, on vous rejette. Vous n'êtes pas candidat. Et normalement, je peux être crié pour dire je suis candidat. Et après, je n'ai pas 40 ans, ou j'ai plus de 71 ans. Et pourtant, je dis donc, alors j'ai plus de 71 ans. Oui. Mais je suis candidat. Et on découvre que j'ai plus de 71 ans. On va dire à ces candidats recalés. Oui. C'est ça. Donc, il y a tout. Oui. Tout le système, parfois, s'emballe. Parfois, on rentre dans des incohérences et des inappropriations parfois qui font qu'on ne dégage pas l'essentiel. Pour moi, ni les Agalio Soglo, ni Joël Aïvo, ni Ricky Amandou n'ont été candidats. Ils n'ont pas déposé de dossier. Alors maintenant, avec ces verdicts-là, et c'est la dernière question que je vais vous poser sur ce sujet, est-ce que c'est fini pour Ricky Amadou et Joël Aïvo comme ça? Comment trouvez-vous la suite? Il n'y a que Dieu qui connaît la durée de vie. Leur avenir, j'allais dire. Je ne sais pas. Leur avenir, ça appartient à Dieu et à eux. Ils ont fait 10 ans, 20 ans en prison respectivement, comme ça? Non, je ne sais pas. Certains évoquent la grâce. On a même posé la question au secrétaire général adjoint, porte-parole du gouvernement, lorsqu'il était au siège du journal La Nation. Il disait que bon, ce sont des possibilités qui existent. C'est des possibilités. Mais... Ils ont 3 ou 4 possibilités, à mon avis. Oui. D'abord, il y a déjà le recours. Ils peuvent interjeter appel. C'est déjà une possibilité qui leur permet peut-être qu'en appel, les charges seront diminuées. Peut-être qu'elles peuvent être aussi, on peut les accroître. Oui. Donc, il y a l'appel, qui est une possibilité de revoir la peine. Bien, ça c'est le premier. Ensuite, il y a les modulations en cours de peine. La première modulation, c'est à l'interne. Condamné pour 10 ans, 2 ans après, remise de peine, parce qu'il y a beaucoup de conditions à l'interne. Donc ça, celui qui a 10 ans peut ne pas faire les 10 ans. Peut faire 5 ans, peut faire 7 ans, peut faire 6 ans, ça dépend. Bien, il peut bénéficier d'une remise de peine, de réaménagement de la peine, et beaucoup à l'interne. Ça, c'est la deuxième possibilité. La troisième, il y a la grâce, effectivement, dont on parle. La grâce, les avocats
les condamnés aussi peuvent demander la grâce présidentielle. Dans le cas d'espèce, moi je pense que le repentir est une possibilité d'aller plus loin, d'aller de l'avant. C'est-à-dire Le repentir. Constater peut-être qu'on n'a pas voulu aller jusque-là, pour quelqu'un, mais que peut-être que des comportements ont pu faire croire cela, et qu'on jure qu'on ne l'a pas pu, et qu'on s'excuse. Autrement dit, faire allégeance. Faire allégeance à la République. Pas à un individu. Pas au chef de l'État. Au chef de l'État, il est chef de l'État parce qu'on l'a élu. Chef de l'État. On n'est pas parti de salon. Ce n'est qu'une possibilité. Parce que quand vous demandez grâce, vous demandez le pardon de quelqu'un. Le pardon, c'est en aller-retour. Vous le demandez sous quelle posture? Moi, je ne les invite pas à le faire. Moi, j'expose les conditions. Donc, vous devez pouvoir justifier, en fait, motiver votre pardon, le pardon que vous demandez. Donc ça, c'est la troisième possibilité. Et celui-là qui vous demande pardon, ce n'est pas Patrice Talon. Ils n'ont rien fait contre Patrice Talon. C'est l'État béninois contre eux. Donc, en réalité, Patrice Talon, étant président de la République, chef d'État, chef du gouvernement, a la possibilité de la grâce. La Constitution lui a donné ce pouvoir de pouvoir gracier. Donc, on lui écrit, on sollicite et il regarde. Et il analyse avec ses conseillers et il y va. Ou alors, il y a le dernier acte, l'acte suprême qui peut échapper au chef de l'État et qui peut se jouer au Parlement, l'amnistie. L'amnistie efface la peine. L'amnistie fait comme si ça n'a jamais existé. L'amnistie les réhabilite totalement dans leurs droits. Et donc, quand vous dites que ça peut échapper au Parlement, enfin au président, c'est réaliste dans le contexte béninois actuel? Pourquoi vous pensez tout? 8e législature, Patrice Talon? Pourquoi vous pensez Patrice Talon? Pourquoi vous personnalisez? Lorsqu'en 2019, il avait manifesté le souhait de voir ceux qui avaient été interpellés, de se voir amnistier, l'Assemblée nationale, après le dialogue politique, a pris la loi. Parce qu'il les a vus, il les a rencontrés, il lui a parlé. Et comme il le fait d'ailleurs. Donc, quand le soldat parle, vous avez la conscience. C'est pour ça qu'il faut qu'on fasse réellement des conférences citoyennes dans nos entreprises, dans nos écoles. Vous savez, les relations entre le Parlement et le gouvernement sont créées directement dans la Constitution. Pourquoi ce n'est pas dans leur loi organique et c'est dans la Constitution? Parce que l'Assemblée nationale n'a pas de loi organique, par exemple. C'est la Constitution. Oui. La présidence de la République n'a pas. Pourquoi? Parce que entre l'institution présidente de la République et l'institution Assemblée nationale, il doit se créer une interaction constante. C'est normal que le chef d'État parle aux députés et souhaite. Ils peuvent faire convoquer une session extraordinaire. Vous comprenez? Il a l'initiative de loi, comme les députés. Donc, ce que je vous disais, ce que j'expliquais, je ne dis pas que ça peut aller en avant. C'est pour dire que l'amnistie, lui, peut être proposée aussi bien par le gouvernement que par l'Assemblée nationale. Donc, après tout, c'est l'Assemblée qui vote. Étant la grâce, elle est purement présidentielle. L'amnistie peut échapper au chef de l'État, peut être votée au Parlement. Donc, tout ça pour dire quoi? Tout ça pour dire qu'il faut que déjà les différents acteurs créent les conditions d'un retour au calme. Quand je lis ici et là, j'écoute certains, comme si ce n'est que le chef d'État seul qui peut créer les conditions. Il dit non, c'est trop lui donner. Vous ne pouvez pas vouloir un régime démocratique et trop personnaliser tous les débats. Le chef d'État seul ne peut pas ramener tout. C'est chaque acteur. Et comme il a si bien dit, le dialogue politique a réglé beaucoup de situations. Et c'est lui qui a voulu, après avoir écouté beaucoup de personnes. Mais le dialogue politique a réglé beaucoup. Mais malgré ça, certains ont refusé d'aller au dialogue. Ont attaqué le dialogue. Et aujourd'hui, on dit, il faut aller aux assises nationales, il faut aller ici. Je pense que chacun a qu'à faire le point en lui pour savoir qu'on donne un peu, on lâche un peu. C'est en lâchant un peu par-ci qu'on gagne un peu par-là. Mais quand on pense qu'on doit tout avoir soi seul, c'est pas évident. Toi, dans le cas de l'État, les rôles sont partagés. Et si vous forcez trop, vous allez tomber sous le coup de la loi. Alors, bientôt, on va finir cette émission. Je voudrais qu'on dise un mot à bâton rompu sur ces quelques sujets. Purement politique. À l'occasion de leur conseil national extraordinaire tenu ce samedi, le parti politique Les Démocrates officialise maintenant son opposition au régime de Patrice Talon. Est-ce que ça peut changer quelque chose sur la scène politique? Déjà, ça me rassure que le pays est sur la bonne voie. Parce que tout ce dont nous parlons aujourd'hui, c'est la contestation du nouvel ordre. Oui. Alors, tous ces gens-là reviennent maintenant au nouvel ordre.
alors que rien n'a changé dans les textes. Ce qu'ils ont contesté il y a 3 ans, c'est la même chose qui est encore là aujourd'hui. Ils se remettent dans le rang. C'est une très bonne chose. Moi, je félicite, je les salue. Et je leur souhaite un bon parcours, à eux de jouer le jeu et de convaincre la population. Seront-ils plus incisifs qu'avant? C'est leur problème. Ça, c'est à l'interne. C'est à eux de savoir. Il est question qu'en la matière, c'est à eux de savoir comment ménager leur mouture pour que le voyage soit réussi. La vie politique n'est pas un long fleuve tranquille. Est-ce que les différents procès dont on vient de parler peuvent les fragiliser? Je ne connais pas qui était membre de ce parti-là. Je n'ai jamais vu Eureka dans le parti. Et Irina Gossa a dénoncé d'ailleurs qu'elle est une débarquée. Irina Gossa qui était candidat à l'investiture au sein de ce parti. Donc, ça veut dire qu'en tant que militant, il ne la connaît pas. Donc du coup, elle n'est pas du parti au regard de ce que certains membres du parti disent. Joël Aïvo n'a jamais été de démocrate. C'est ça. Donc voilà. Et dans un autre parti qu'on appelle Force Cori pour un Bénin émergent, dirigé par Paul Humpel, le chef de file de l'opposition, eux aussi étaient en conseil national ce week-end à Dassa. Voilà, on estime que le parti FCBE est un peu trop amorphe, trop passif sur la scène politique nationale. Bon, est-ce que vous y lisez une certaine activité du parti vaille que vaille quand même? Je veux bien voir la suite. Je pense que, ouais, l'échiquier s'organise quand même parce que ça nous montre plusieurs postures des partis. Vous savez, j'ai lu que 2 personnalités ont adhéré à ces partis, notamment Alain Adiou, qui a pris part Patrice Talon, avant, après il est allé chez Soumanou. Donc l'opposition est finalement constructive et allée à FCB. Et ensuite, et pas des moindres, Edgar, comment il s'appelle, Edgar, qui était chef de cabinet du président Yahi, qui était qui était au parti UDBN. Soupon, Edgar Soupon. Alors, donc Edgar Soupon, donc de l'UDBN, au lieu d'aller au BN, comme le parti a décidé, a préféré aller au CBE. Et quand on me dit qu'il n'y a pas de la liberté, la démocratie, je dis, et ceux-là, comment on les appelle? Chacun choisit librement d'aller là où il doit aller. Ça montre simplement quoi? Il se crée progressivement dans le pays une culture de la politique. Et au même moment, quand j'entends le CBE dénoncer le débauchage, je dis non, il ne peut pas. La question du débauchage n'est pas encore là, le débat. Eux-mêmes ont cité un article qui a parlé de liberté d'appartenir, de démissionner. Oui. Il y aura toujours ces allers-retours. Ce qui importe, c'est que la charte soit respectée rigoureusement. Et nous verrons bien dans quelques années comment ça va se stabiliser. Quand la même personne va faire le tour de 2, 3, 4 partis, ils n'auront pas ce qu'ils veulent. Il finira par se scléroser et pas se stabiliser. Pas sclérose, pas rouille, et finit par disparaître de lui-même. Pas d'illusion. Pas d'illusion. Donc, en réalité, ça va se stabiliser progressivement. Je pense que ce soit la FCBE, que ce soit les démocrates, ils ont leur place sur l'échiquier. À eux de savoir prendre le meilleur parti, parce que 2023 va être très, très, très important pour 2026. Le PRD aussi annonce un autre conseil national par visioconférence le week-end prochain. Le PRD siège au gouvernement, mais jusque-là n'a toujours pas réussi à glaner un quelconque poste électif. Là aussi, une grosse question. Le PRD va-t-il fondre ou pas? La question a été posée à Christian Paffer sur l'entretien de ce dimanche. Mais il dit que ce sont les instances qui en décident. Est-ce que vous voyez quelque chose changer au PRD? Je vais rester constant dans ce que j'ai toujours dit. La place du PRD est au BR. La place du PRD est au bloc républicain. Ils ne vont pas aimer ça. Moi, non. Ils tiennent à leur je ne suis pas membre du PRD. Ouais. Je dis la place du PRD est au bloc républicain. Ils ont l'espace qu'il faut. Dans le bloc républicain, il y a un espace encore pour le PRD là. Maintenant, ils sont libres, évidemment, d'y aller ou de ne pas y aller. Bon. Le consultant estime que la place du PRD est au bloc républicain.
Merci, Agapit Napolo Maforican, pour cet exercice de ce dimanche soir. Nous étions en direct. C'était un plaisir et voilà. merci à aux téléspectateurs qui ont pu intervenir. Ils ne sont pas nombreux, mais 4-5, c'est déjà Tout à bien. fait. Donc, il y a beaucoup de messages, mais on a dû prendre les plus pertinents Ah, avec d'accord, des d'accord. questions. Mais en tout cas, merci à eux. Merci, Voilà. merci pour le soutien. Merci à vous pour votre disponibilité et vos nombreux éclairages. Vous avez donc éclairé de votre lanterne l'opinion de nos nombreux téléspectateurs. Le débat continue. Vous continuez à nous écrire sur nos différentes plateformes Facebook, YouTube, Twitter, etc. Vous pouvez nous suivre sur notre site internet www.etelebene ou encore sur notre application mobile Etelebene. Merci. Bonne semaine de travail et on se retrouve le dimanche prochain.